droits de l'homme qui sont venus enquêter, dont Reporters sans frontières avec son responsable Robert Ménard. Et à l'issue de l'enquête, il y a eu un rapport. Et suite à ce rapport, il y a eu un procès. C'est comme ça fonctionne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo vient s'asseoir pour dire « Oh, Kadhafi » et puis tout le monde « Oh, voilà, on a trouvé celui qui a financé. » Vous êtes malade. C'est de l'espoir dont vous avez besoin. C'est sur ça que vous allez vous accrocher. Oh, les gars, vous allez payer. Vous-même, vous savez ce qui vous attend. La seule chose qui aurait pu laver le nom de Ouattara dedans, parce que tout part de la rébellion. La crise fondamentale et majeure là, qu'a connue la Côte d'Ivoire, qui s'est soldée par des millions de morts. Là. Nous, on cherche le responsable de ça. Il y a un camp qui a été jugé. Et le camp qui a été jugé uniquement que sur la crise post-électorale. Alors qu'il avait été demandé que la CPI prenne en compte la crise depuis le début, c'est-à-dire depuis le coup d'État. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas question de juger les deux camps. Il fallait juger ce qui concernait uniquement le président Laurent Gbagbo et ce qui pouvait l'accabler ou le mettre en prison. Donc on dit non, c'est la crise post-électorale. Mais sinon, normalement, on aurait dû commencer par le début, c'est-à-dire depuis 2002. Donc de 2002 à 2010, tous les gens qui sont morts là, c'est qui? Ouattara a dit ici, il va mener une commission d'enquête. Et quel aurait pour objectif cette commission-là? On va l'entendre encore. Pour savoir comment la rébellion a été organisée. Pour savoir comment la rébellion a été organisée. Le comment, le début. Qui a pensé à cela? C'est ça. Ce n'est pas un témoignage qui disculpe. Le témoignage ne fait pas, je ne sais pas moi, office d'enquête. Ce n'est pas le témoignage qui est... Non. Ce que Laurent Gbagbo a fait, il a témoigné. Voilà. Il dit, on doit faire une commission d'enquête sur comment la rébellion a commencé. C'est ça, comment. Deuxième, il va dire. Qui l'a organisé? Comment la rébellion a commencé. Et puis, deuxième, vous voyez, c'est ordonné. Lui-même, il sait ce qu'il y a lieu de faire pour Joe, le responsable de la rébellion. Comment ça a été organisé? Deuxième, qui l'a organisé? C'est Kadhafi. C'est Kadhafi qui a organisé la rébellion. C'est Kadhafi qui est... Oh les gars, là, vraiment... Comment on peut réfléchir de la sorte? C'est Kadhafi qui a organisé la rébellion. Et vous posez la question? C'est Kadhafi. Maintenant, dernier point, il a posé les trois conditions, ou alors les 3 points clés de l'enquête. Comment cette rébellion est organisée? Qui a organisé? Et puis, troisième point, lui-même va dire. Qui l'a financé? Et pourquoi il y a eu tant de dégâts? Qui l'a financé? Et finalement, pourquoi il y a eu tant de morts? Si Ouattara voulait se blanchir, si Ouattara voulait se blanchir, il aurait tout simplement, quand il a été élu, mais commencé par cette enquête que lui-même a annoncée. Est-ce que pendant qu'il parlait, là, il y a quelqu'un qui lui a mis un pistolet sur la tempe? Il y a quelqu'un qui lui a dit non, la seule condition pour que tu sois président, c'est d'initier ou de commencer une enquête sur la rébellion. Non, c'est de son propre chef. Parce qu'il sait les dégâts et les conséquences qu'a eu la rébellion sur le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il fait une promesse. Parce qu'il sait que les regards sont tournés vers lui. C'est pas un enfant. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas dit ça? Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas dit on va faire une enquête? Et puis c'est lui, Ouattara, qui dit qu'on va faire une enquête. Parce qu'il sait que tous les regards, quant à savoir qui est le responsable de la rébellion, tous les regards sont sur lui. Il sait que les choses sont tellement évidentes parce qu'on a tous suivi ce qui s'est passé. Les gens ont parlé, les acteurs clés ont parlé. Les 8400, ils ont parlé. Les 8400 là, quand ils ont réclamé les 12 millions là, ils ont dit pourquoi ils réclamaient les 12 millions. Ce n'était pas en tant que membres de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Ils étaient où? Et puis ils ont réclamé 2400. Pourquoi ils ne sont pas allés réclamer 12 millions là à Kadhafi? Et puis c'est à Ouattara, eux ils réclament ça.
C'est parce qu'il y a un contrat entre eux. Ce ne sont pas des supplétifs. Les 12 millions qui leur ont été promis là, c'est en tant que qui? C'est en tant que rebelle. Donc si c'est Kadhafi qui gère tout ça, pourquoi eux ils ne réclament pas à Kadhafi leurs 12 millions? Et puis c'est à Ouattara, eux ils réclament leurs 12 millions. Donc il sait, le gars il est conscient que sans même avoir fait quoi que ce soit, tout le monde sait que c'est lui le responsable de la rébellion. Donc il veut se disculper. Ça, c'est son droit le plus absolu. Si on t'accuse de quelque chose dont tu ne te reconnais pas, tu es libre à ton corps défendant d'initier des enquêtes pour qu'on sache si tu es le responsable ou pas. Quand il y a eu le charnier de la côte de Yopougon, là, on a accusé Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a été accusé. Et c'est pas si vous comprenez. Laurent Gbagbo, là, il a été accusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Laurent Gbagbo, il s'est empressé de dire, bon, ok, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Les gens veulent mentir sur moi. Les gens veulent m'assassiner. Hein? Les gens, ils sont pas bons. Les gens, ils veulent me tuer. Les gens mentent sur moi. Est-ce que c'est ce que Laurent Gbagbo a fait? Non. Parce que la seule chose à faire pour se disculper d'une accusation, c'est de faire une enquête. C'est pour ça que quand il y a des meurtres, des assassinats, on va prendre le soin par des personnes assermentées et agrémentées. Ces personnes-là, ce sont des officiers de police judiciaire. Ils vont mener des enquêtes pour savoir, pour situer les responsabilités. Parce que c'est trop facile de dire, c'est pas moi. Si quelque part, il y a un assassinat dans une maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va pas venir accuser X ou Y. On va mener des enquêtes. Donc, quand on a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui est le responsable des charniers de Yopougon, qui a été découvert le 27 octobre 2000, la seule chose qu'il a faite dans un premier temps, il a demandé au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité d'aller s'enquérir des faits. Ils sont allés, ils lui ont fait un rapport et il a demandé qu'il y ait une commission d'enquête nationale et internationale. Les organisations des droits de l'homme, les organisations non gouvernementales, tous ceux qui ont été intéressés par cette affaire sont venus enquêter. En toute quiétude, personne ne les a dérangés. Quand on n'a rien à se reprocher là, c'est comme ça on agit. S'il avait quelque chose à se reprocher dans le charnier de Yopougon là, il n'aurait pas permis qu'il y ait une enquête internationale libre. Les gens, ceux en tout cas qui ont pris part à l'enquête, dans leur rapport, je n'ai pas vu où ils ont été inquiétés, où des portes leur ont été fermées, où des informations leur ont été cachées. Non, ils n'ont même pas souligné. Au contraire, ils ont estimé qu'ils ont enquêté en toute quiétude, en toute liberté, et personne ne les a empêchés dans leur procédure. C'est comme ça on dit, on n'a rien à se reprocher. Et ils ont fini d'enquêter. Le rapport est là, je l'ai. Rapport clair. Ils ont défini clairement ceux qui étaient couchés, donc les morts, et ils ont dit qui l'a fait, qui l'a pas fait, comment... En tout cas, ils ont situé tout. Et quand c'est fini, on s'est pas arrêté là. On s'est pas arrêté là. Il y a eu quoi? Il y a eu il y a eu un procès. C'est comme ça, les choses fonctionnent. Donc, on ne se lève pas là pour dire, oh, Gbagbo a parlé, vous avez vu? On vous a dit, oh, Gbagbo a parlé, donc, oh, c'est fini la rébellion, on sait c'est qui, c'est Kadhafi, c'est pas Ouattara. Et puis, vous nourrissez de ça. Non, les gars, ne me faites pas insulter votre intelligence quand même. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas la CPI, hein. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas un juge, hein. C'est pas lui qui décide de la culpabilité de quelqu'un ou pas, hein. C'est pas lui qui situe les responsabilités, hein. C'est pas lui qui définit qui a financé ou pas. Ce qu'il a fait, c'est un témoignage. Aussi simple que ça. Donc, le témoignage du président Laurent Gbagbo ne saurait vous disculper de votre responsabilité très acquise dans cette rébellion-là. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous en réjouissez. Les gars, moi, je peux vous comprendre. Parce que vous avez besoin d'espérer en de lendemain meilleur. Parce que vous savez que votre avenir est très orageux et très sombre. Vous n'allez pas échapper. Vous le savez. Pourquoi le RDR se débat tant à ne pas être accointé à la rébellion? Moi, je ne sais pas.
Pourquoi vous avez... C'est-à-dire que cette frilosité, quand on cherche les responsables de la rébellion, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas nous. Alors que les acteurs de la rébellion, là, ils mangent avec vous. Le vice-premier ministre, là, il était ministre pour le compte de la rébellion. Donc, il travaillait pour le profit de la rébellion. Mais c'est lui qui est vice-président de la Côte d'Ivoire. Toi, tu cherches les responsables d'une rébellion qui a endeuillé les gens et puis tu travailles avec les acteurs de la rébellion. Ah, toi aussi, frère. Même si on dit les Ivoiriens ne réfléchissent pas. Koné Mélié, là, il a été ministre pour le compte de la rébellion. Il a été ministre pour défendre les intérêts de la rébellion. Donc c'est un rebelle. C'est tout. C'est un rebelle. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas ça. Pourtant, c'est aussi simple que ça. Mais comment quelqu'un qui a pris part aux intérêts de la rébellion, mais celui-là qui est le vice, qui est ton vice-président. Et puis toi, tu cherches le coupable de la rébellion. Oh frère, non. Les gars, Laurent Gbagbo, je vais dire, je suis désolé de vous l'annoncer. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas un juge. Ok? Voilà. Ce qu'il a fait, c'est un témoignage. Nous, ce qu'on veut savoir, qui a pensé à ça? Ouattara vous l'a dit. Qui a pensé à ourdir la rébellion? Qui a conçu le projet? Mais mieux, qui a bénéficié de cette rébellion? C'est ça qu'on veut, les frères. C'est ça. Donc, je pense que Alassane Ouattara, s'il voulait vraiment la vérité sur la rébellion, et s'il veut toujours la vérité sur la rébellion, mais il mange avec les acteurs de la rébellion tous les jours. Il en a fait de certains des chefs d'état-major, pour d'autres qui étaient d'éminents analphabètes, qui étaient des bidas. Il les a érigés au grade de colonel. Il les connaît, ils ne sont pas cachés. Donc, il est encore temps, il peut toujours, je ne sais pas moi, il a le secret de faire parler les gens, non? Quand ils arrêtent les gens là, pour que les gens avouent facilement, là, ils ont ce secret là. Donc, si vous voulez savoir qui a été responsable de la rébellion, mais vous n'avez qu'à saisir les différents acteurs qui sont autour de vous. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas grader un acteur clé de la rébellion et puis chercher le responsable. C'est pas possible. Non, ça n'a pas de sens. Et puis, le président Laurent Gbagbo va sortir pour rendre témoignage du fait que Kadhafi a été induit en erreur et il a aussi financé. Et patatras, c'est lui le responsable, c'est lui le financeur là. Vous êtes fous, hein, vous là. Vous êtes sérieux là? Vous savez que ça vient vers vous. Et moi, je peux comprendre la peur, la frilosité qui s'est emparée de vous. Vous savez que il y a cette épée de Damoclès là qui est posée sur votre tête. Vous savez que vous n'allez pas échapper. Les jours que vous pensez être heureux là, en fait, ce sont des jours... Comment je peux dire ça? En attente du jour fatidique. C'est tout. Et vous le savez. Les jours que vous vivez en ce moment, ce sont les derniers jours avant l'étape fatidique. Ça vient vers vous. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on n'est pas pressés. Non, quelque chose qui va arriver là. Tu ne vas pas vers ça. Ça vient vers toi. Pourquoi tu es pressé? Qui vous a dit que on meurt gratuitement? Qui vous a dit que Hey, Gbagbo là, c'est pas un juge. Si on voulait faire de Gbagbo un juge, si sa parole devait compter pour quelque chose, on ne l'aurait pas amené même se faire juger à l'AE. On a voulu situer sa responsabilité dans la crise qui s'est passée. Je ne sais pas si vous comprenez. On a voulu situer sa responsabilité. Et pour le faire, il est passé devant un tribunal. Et quand il est passé devant le tribunal, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas uniquement des témoignages qu'on a cherché à utiliser pour l'inculper. Il y a ce qu'on appelle des éléments de preuve. Parce que ce sont les preuves qui établissent clairement ta culpabilité ou ton innocence. Il n'y a pas autre chose. Pour Ouattara, ce ne sont pas les preuves qui manquent, vous le savez. Vous le savez très bien. Qu'est-ce que tu as à te coltiner, les acteurs de la rébellion, si tu sais que ces gens-là se sont rendus coupables de délits graves? Parce que tu le dis. Tu reconnais qu'il y a eu des dégâts. Tu reconnais qu'il y a eu des morts. Tu reconnais que la Côte d'Ivoire, en tout cas, a subi beaucoup de dégâts du fait de cette rébellion-là. Mais si tu reconnais ça, normalement, on devrait situer la responsabilité. Si tu ne situes pas la responsabilité, mais que
du haut de ton statut ou du haut de ta position ou du haut de ta posture, tu as tous les leviers pour pouvoir demander ne serait-ce qu'un début d'enquête pour qu'on puisse situer les règles. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est parce que tu sais que si tu t'hasardes ou si tu t'amuses à faire cela, ceux-là, mais ils vont situer, ils vont dire clairement qui les a envoyés. C'est tout. Donc, qui a quelque chose à cacher? C'est pas le président Laurent Gbagbo en tout cas. Qui a quelque chose à cacher? C'est toi, Alassane Ouattara, cher vieux. Nous, on n'est pas pressé pour toi. Tu vois, le président Laurent Gbagbo, il a patienté pendant 30 ans, même 40 ans, dans la lutte pour la conquête de la démocratie, pour l'acquisition du multipartisme, mais surtout pour être président de la République. Donc, c'est un combat de longue haleine. C'est vous qui semblez être essoufflé. Quoique vous soyez, selon vous, confortablement assis, mais on sent que vous tremblez, on sent que ça va pas, on sent que ça chauffe façon là. Vous n'êtes pas serein. Le président Laurent Gbagbo finit de parler et vous vous accrochez à ça. C'est-à-dire que c'est un simple témoignage qui va vous sauver. Moi, je suis très content. Ça prouve au moins que vous êtes conscient de ce qui vous attend. Vous savez très bien que vous n'allez pas y échapper. C'est ça moi, c'est ça qui me réjouit. Je pouvais jouer les preuves, les vidéos. J'ai prévu tout ça, jouer les vidéos, des choses comme ça. Mais je dis, en définitive, je le fais pour quoi, pour qui? Moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Je ne cherche pas à chercher à savoir, à vous rassurer. Non, pas du tout. Il y a un gars du RDR, tout à l'heure, quand je disais que les 8400 ont demandé les 12 millions à Ouattara. Vous voyez, c'est tellement des incultes, ils ont tellement des incultes en leur sein qu'il est facile pour eux de faire avaler tout et n'importe quoi à ces incultes-là. À eux, oui, ça peut passer, mais à nous, non. Par exemple, quand ils disent que le reliquat des 12 millions réclamés par les 8400 faisait partie intégrante de l'accord de Ouaga, mais c'est faux. C'est faux. Nous, on a pris le temps de lire l'accord de Ouaga. On en a fait des panels et tout ça. Et il n'y a aucune clause qui dit qu'il faut payer 12 millions à des gens. Jamais de la vie. La seule clause qui prenait en compte certains des anciens démobilisés, c'était leur réinsertion. À certains, on devait donner des sous, mais c'était combien? Je crois 50 000 ou bien je ne sais plus combien là. Et puis à d'autres, on devrait permettre leur insertion dans le tissu social. Donc, on devrait d'abord les former. Ensuite, pour certains, on devrait leur ouvrir des petits commerces, des choses comme ça. C'est-à-dire dans le domaine dans lequel ils seraient formés, l'État allait les accompagner à ce que ces gens-là puissent s'installer. C'est tout. Il n'a jamais été question de 12 millions. Ça n'a jamais... Mais les informations sont là. Rien n'est caché. Il suffit seulement d'aller à l'information. Vous comprenez? Donc, il s'accroche à tout. Quand vous voyez ça, je pense que chacun d'entre nous devrait se réjouir. Les gars, ils savent que c'est le début de la fin. Ne vous laissez même pas tromper par le fait qu'ils ont l'impression de tout contrôler. Ils se permettent même de rêver à la succession de Ouattara en positionnant son petit frère, en créant un poste de vice-premier ministre, comme si tout allait dans le meilleur des mondes et que rien ne va leur tomber en plein la figure. Laissez-les dans leur utopie, dans leurs rêves. Je pense que pendant 15 ans, les choses sont allées de mieux en mieux pour eux, même s'ils... je dis... ça fait pitié qu'il s'accroche à un tout petit témoignage du président Laurent Gbagbo. Et vous les voyez, pour eux, c'est ce qu'il y avait de mieux. Qui, mieux que Laurent Gbagbo, peut disculper Alassane Ouattara? Je vous le dis, si le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui même, vient dire Alassane Ouattara n'est mêlé ni de près ni de loin à la rébellion,
il n'a financé aucune rébellion, il n'y est pour rien. Vous-même là, vous n'allez pas croire. Si le président Laurent Gbagbo peut venir dire ça demain, vous-même vous n'allez pas croire. Parce que vous savez que ça vous attend. Les preuves, mais il y en a. Mais moi, il y a un truc simple. Kone Zakaria, par exemple, parce qu'il y en a plein. Et même les soldats ou les rebelles, parce que quand je dis les soldats, c'est leur donner un titre, même qu'ils ne méritent pas. Quand les rebelles ont cherché à prendre, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire, mais je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'ils avaient à la bouche? Qu'est-ce qu'ils disaient? Les choses ne sont pas cachées. Voilà, ça, c'est ça mon problème là. Il y a beaucoup de trucs, je ne sais pas comment il les range. Pourtant, il a montré ça hier. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai joué. Tout le monde me demande si je connais ça. Attendez. Excusez, il faut que je retrouve tout ça. Il y a trop d'infos dans mon truc là. Oh, purée. Excusez-moi, hein. Mais vous tapotez pas, hein. C'est Oui, pas mais la politique. faut donner. Oui. Ouais, Tapoter le direct là, les gars. Tapoter le direct. mais moi, mon Ouais, il live faut que là, les gars tapotent parce que. mon live là, les gars prennent ça comme télévision. Moi, j'ai remarqué. Ils me regardent comme si c'était une télé. Les gars tapoter. On va, un Les instant, gars tapoter le live parce que ouais, là. on va faire monter d'un moment à l'autre. Je veux montrer juste mais je sais pas comment j'ai retrouvé ça. Parce que j'ai tellement de... Non, mais c'est bon. Il faut donner les informations. Tu n'as pas besoin de donner des preuves. Donne les informations, on va aller chercher un peu. Hein? Non, pour dire qu'en fait, je voulais montrer quelque chose. Voilà, c'était une vidéo qui est assez très claire, très explicite. Tu vois, quand il y a eu ce semblant de crise post-électorale et puis cette armée du Nord descendait du Nord, tu vois ce qui se passait, tu vois. Les gens, parce que dans un pays, la Côte d'Ivoire, c'est une république. Et donc, une république a son mode et a ses règles de fonctionnement. Et ce qui nous permet de faire fonctionner la république, c'est la constitution, ok? C'est la constitution qui régule tout. C'est la constitution qui confère les prérogatives à chaque acteur de la république. C'est la constitution qui met en place l'armée de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on dit de l'armée qu'elle est républicaine, parce que elle dépend directement de la République. Et à ce titre, l'armée joue un rôle clair, qu'on appelle un rôle régalien. Ça veut dire que l'armée s'appuie sur les lois pour fonctionner. Une armée républicaine, comme je le disais, a un mode de fonctionnement. Mais quand les gens descendent du Nord, je vous demande la question, je vous pose la question toute simple. Est-ce que cette armée-là fait partie de l'armée républicaine de la Côte d'Ivoire? Non. Du moment où elle n'est pas inscrite au Panthéon de la République, ça veut dire que c'est une armée qui est illégale. Mais cette armée qui est illégale là, répondait aux ordres de qui? Parce qu'il y a bel et bien une armée qui existait. Pendant que le président Laurent Gbagbo était président, là, il y avait une seconde armée. Mais qui était le chef de cette armée là? C'est la vidéo que je voulais montrer parce que eux-mêmes, ils ont défini la mission qu'ils étaient venus accomplir. Parce qu'ils l'ont dit, on vient installer Ado devant les micros, devant les journalistes. Ils sont en train de montrer clairement pour qui ils sont en mission. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est grave ça. Vous pensez que c'est de l'amusement? Donc, nous, on est tellement à l'aise. Parce que les preuves contre vous, mais débordent. C'est pour ça que vous fuyez le procès. C'est pour ça que vous fuyez le procès. Et c'est pour ça que vous perdez tous les procès à l'international. Tant il y a les preuves contre vous, tant les informations ou alors les charges que vous apportez sont tellement faibles, c'est pour ça que vous ne réussissez pas à gagner une élection ou quoi que ce soit. Donc nous là, on est trop serein. Ok? On est trop serein. La chose qui est la plus, je dirais pas la plus difficile, c'est la patience. Parce que tout le monde a besoin de se rassasier de cette justice-là. Parce que les Ivoiriens ont payé un prix trop lourd. Ils ont payé un prix trop lourd. Les conséquences ont été dramatiques pour le peuple ivoirien. Non seulement on a vécu, on a subi des dégâts super importants en matériel, mais surtout en pertes humaines, mais mieux, les Ivoiriens, en plus d'avoir payé ce lourd tribut,
continue de se faire écraser, de se faire maltraiter. Donc, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et donc, il y a cette impatience-là qui veut véritablement que les différents responsables, les différents auteurs de la crise soient arrêtés. Donc, nous comprenons ça. C'est ça qui est difficile, hein. Sinon, quant à l'issue de savoir comment vous allez finir, là, ça là, c'est déjà écrit. Dieu même qui est dans les cieux, là, il permet cette justice humaine avant cette justice divine. Donc, vous allez répondre 2 fois. Parce qu'il est interdit à l'homme d'ôter la vie à son prochain. Dieu a dit, tu ne tueras point. Voilà. Donc, il faut, la vie d'un être humain, c'est sacré. Donc, on ne peut pas verser le sang impunément d'un être innocent en plus et puis penser qu'on va échapper. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je dis une chose, c'est de rester patient. Parce que ça vient vers eux. Merci, maman Nadia. C'est vraiment de rester patient. La Côte d'Ivoire ne va pas réinventer la roue. La Côte d'Ivoire ne réinventera pas la roue. Ce que nous vivons a déjà été vécu sur d'autres cieux. De toutes les façons, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein. Nous, on ne peut rien créer d'autre. Ceux qui se sont rendus coupables, des gens qui ont créé des rébellions, on sait comment est-ce qu'ils ont fini. Donc, il y a toujours une fin. Et puis la vie, l'ordre normal de la vie, là, c'est qu'il y a un début, il y a une fin, mais surtout, il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, le temps de la justice, là, va aussi arriver. Donc, le président Laurent Gbagbo n'est pas un juge pour vous disculper. Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa parole, là, qui fait preuve de foi pour que on puisse vous laver de tout soupçon. Non. Vous êtes président, c'est à vous qu'il revient de faire des enquêtes à l'effet de savoir ce qui s'est passé. Quand les Meleke ou bien Melekeni, je sais pas quoi là, Meleke ou bien Melekeni, non? Le gars qui dit avoir tué les corps habillés à Bobo et tout ça là. Quand ceux-là se font récompenser en intégrant l'armée, alors que vous savez leur responsabilité, parce qu'ils ont fait des témoignages, mais publics, et mieux, ils ont apporté les preuves de ce qu'ils ont dit, commandant Ferré là, et que vous, en connaissance de cause, vous leur trouvez un point de chute dans l'armée de Côte d'Ivoire, mais c'est parce que c'est pour vous qu'ils l'ont fait. Si moi, je suis de connivence avec un assassin, c'est parce que, et que je ne l'arrête pas, sachant que il est auteur de quelque chose de grave, c'est pareil, c'est mon complice. Donc, c'est comme si je disais 1 plus 1 égale à 2. C'est comme si je disais 1 plus 1 égale à 2. Aussi simple que ça. Donc, vous n'allez pas, je sais pas, vous, quand je vous vois jubiler, il y a 2 sentiments qui m'animent. La tristesse et puis j'ai pitié pour vous. Parce que votre fin fera trop pitié en fait. Dieu dit que on va donner miséricorde à celui qui a été miséricorde. Mais est-ce que vous êtes miséricorde envers est-ce que vous êtes vous ne serait-ce que faites même grâce comment on appelle ça, vous utilisez comment je peux dire, est-ce que vous êtes clément envers les Ivoiriens? Vous ne l'êtes absolument pas. Vous êtes même diabolique. Vous n'avez aucune pitié pour vos concitoyens. Juste parce que quelqu'un a donné un sentiment ou alors a fait valoir une pensée au travers d'Internet, le monsieur s'est fait enfermer. Pour certains, 3 ans de prison ferme. Alors que c'est un père de famille, alors qu'il a des charges et tout ça, on aurait pu lui donner simplement une amende ou un avertissement. Donc, vous avez gouverné et vous continuez de gouverner sans clémence et sans pitié. Donc, la mesure que vous servez pour nous mesurer là, c'est ça qu'on va utiliser pour vous mesurer vous en retour. Et vous le savez. Et vous savez que ça vient vers vous. Je vais ouvrir le panel. Les gens vont monter. Voilà. Normalement, ce sont des choses même sur lesquelles on ne devait même pas s'attarder. Voilà. On ne devait pas s'attarder. C'était des choses. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un fou. C'est un fou qui ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Sinon, nous tous, on sait. Les gens s'accrochent désespérément. Ça, ils attendent le président Gbagbo. Le monsieur sort pour annoncer ses vœux à ses partisans à la Côte d'Ivoire, au monde entier. Et c'est les rodorons là. On ne sait pas c'est quoi les problèmes. C'est comme Emmanuel Akkar. Les gens pensent que la légitimité
se trouve dans la bouche, je ne sais pas, des responsables du PPAC ou bien du président Gbagbo. La légitimité se trouve dans le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler ça. La justice... Oh, mais c'est pas possible. Je vois dans les commentaires, Kadhafi, oui, rébellion. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gens là racontent là? Qu'est-ce que les gars racontent là? Mais vous êtes des merdiques. Hé! L'équation est toute simple en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara a dit qu'il allait faire, comment on appelle ça, le truc de la rébellion, enquête sur la rébellion. Jusqu'à là, on est sur la route, on attend, on est assis par terre. Il ne pourra jamais le faire, puisque c'est lui le père de la rébellion. Ça là, c'est connu. Maintenant, il y avait deux camps. Le camp du président Gbagbo est parti à la haie. On dit c'est pas eux. On dit c'est pas eux. Mais on n'a pas besoin de faire CPR quelque part. Donc, Draman Ouattara et sa clique doivent répondre de leurs actes, de leurs crimes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est eux les responsables. C'est Draman Ouattara et puis sa bande de criminels là, c'est les responsables. Mais ils vont courir, mais ils vont répondre de leur. Mais c'est pour ça qu'on est sur les panels. Mais c'est pour ça qu'on est dans ce combat. Mais on est dans ce combat pour la justice. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va les rattraper. C'est ça. Non. C'est le plan médiatique. Et souvent, entre tout ce qui est médiatique et puis la justice, c'est pas le même truc. Et puis encore que vous êtes assis sur les trucs. Mais nous, on se bat pour que change les choses. Pour que Draman Ouattara réponde de ses crimes. Et on ne va pas vous lâcher. C'est ça le vrai point. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Tu as tout dit. Voilà. Tu as tout dit. En tout cas, merci pour ton direct. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ces gens s'attendent. Voilà. Donc, vous ne rentrez même pas dans l'esprit du président Laurent Gbagbo qui est en train de parler de Kadhafi et vous sortez là dans vos délits là et puis vous racontez tout et n'importe quoi. Le criminel en Côte d'Ivoire, le père des voyous, le père des rebelles, l'homme problématique en Côte d'Ivoire s'appelle Draman Ouattara. Draman. Voilà. Donc, il a beau braquer ce pouvoir-là, il a beau faire un quatrième mandat illégal, illégitime, anticonstitutionnel, on est là, dans la tête, dans partout. On va combattre jusqu'à ce qu'il réponde de ses actes. Voilà notre combat. On le fait pour nous, par amour pour notre pays. On le fait pour le président Gbagbo. On le fait pour les Ivoiriens. On le fait pour les futures générations. Voilà le vrai point. Aïe. Ça serait trop facile. Vous allez tuer les gens comme ça impunément comme ça. Parce que Draman Ouattara s'appelle Draman Ouattara. Parce que Tene Brahima sur Bougnoul là, il est vice, je ne sais pas quoi. Parce que quand il y a Camara, c'est illettré là. Parce qu'il y a Adama Bitogo, c'est voyou là. Parce que tout le moment d'où ce Bressel là, parce que vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire, vous pensez que mais il va falloir nous éliminer nous tous. Sinon, on ne va pas vous laisser. Hein? C'est ça le vrai point. Voilà. Et puis, toi, Draman Ouattara, qui ne sait même pas la notion de la démocratie. Toi, Draman Ouattara, un voyou, mais tu nous avais dit que tu allais aller au Niger pour installer la démocratie. On est à quel niveau avec ça? Voilà. Donc nous, on vient te poser des questions simples. Ton ami Bazoum, là, tu le remets au pouvoir quand? Draman Ouattara, viens répondre à ça. Voilà. Et ces gens bêtes, ces Michelin, ces gars bêtes, là, les Michelin porte-parole des maîtres, là. Il vient raconter sa maître. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Ah ouais. Vous êtes des criminels. Draman Ouattara est un criminel. Draman Ouattara est le père des voyous en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est le père des rebelles en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant de ça? Mais on va vous dire ça. On va vous dire ça. Donc la légitimité ne se trouve pas dans la bouche des responsables du PPACI ou bien dans la bouche de Laurent Gbagbo. Ah non. La légitimité se trouve dans le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vous ont vomi. Les Ivoiriens ne sont pas allés au vote. Les Ivoiriens sont restés chez eux. Et vous avez braqué ce pays-là. Et on se bat pour vous dégager. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le max, on est ensemble. Soyez salués ensemble. Je vous salue. Soleil, Mathieu, on est ensemble. Jouer. Ouais. Voilà. Je vais jouer. Donc j'ai laissé parler les amis. On est ensemble. On est ensemble. D'accord, reste là. Je veux... Ouais, le Max, salut. Soleil, bonne arrivée, cher frère. Je voulais jouer un truc là. On va écouter ensemble, ok? Et puis,
on va faire le commentaire qui va avec, tout simplement. C'est l'un des acteurs clés de la mutinerie. Donc, c'est l'un des 8400 qui a été interrogé. Je sais que vous avez connaissance de cette vidéo-là, mais on va réécouter parce qu'il y a d'informations, c'est une mine d'informations. Voilà, et c'est quelque chose de très important. Écoutez. Pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. On a fait gain. On a fait gain. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait gain. Nous, on est à Boaké ici. On a nos chantiers. Non, on a fait nos gains. Est-ce que vous avez écouté? Il dit, on a fait guerre. On était à Boaké. Je vous pose la question. Qui a fait la guerre et qui était à Boaké? Qui a fait la guerre et qui était à Boaké? C'est la rébellion. Ok? Il dit, il nous a promis 12 millions parce qu'on a fait la guerre. Le gars là, c'est Kadhafi, c'est de Kadhafi il parle. Il a demandé clairement son argent à celui qui l'a envoyé. Il dit on a fait guerre, on était à Boaké. Il a reconnu que nous avons fait la guerre pour lui. Donc à ce titre, il nous doit de l'argent. Pourquoi c'est à lui, Ouattara, les gens demandent de l'argent? Pourquoi c'est à lui qui demande des comptes directement? Donc je ne sais pas pourquoi les gens du RDR sautent au plafond, quoi. Hein? Tu as la réponse, soit ça lui d'abord. Hein. Vas-y, le masque en même temps. Tu as la réponse et regarde dans ton box, tu as reçu une vidéo. Il y a la réponse là-bas. Vas-y le max, vas-y. Et puis Soleil va répondre après toi, vas-y. Je disais que tu as la réponse dans ton box. Regarde, tu as reçu une vidéo. D'accord, ok. Regarde dans ton box. Je check ça, ok. Mets la réponse. Mets la réponse, ça se trouve là-bas. Faut jouer, on va voir. Un instant. Tapoter, les gars. Il aura appris que plusieurs personnes ont été enlevées à Abidjan, dont 2 Français, selon le Quai d'Orsay. On a par ailleurs appris que plusieurs personnes ont été enlevées à Abidjan, dont 2 Français, selon le Quai d'Orsay. Tu voulais qu'il réponde quoi? C'est dans la bouche, tu voulais moyen qu'il va. Mais cette vidéo-là, tu sais quoi, je la cherchais. Voilà, je la cherchais. Donc, est-ce qu'ils ont dit on va installer Kadhafi? Est-ce qu'ils ont dit c'est Kadhafi? Non, les gars. Vas-y, le mas, si tu veux intervenir, vas-y, après Soleil va intervenir. Salut. Tu veux que moi, les gars, dis quoi? On dit on va faire lumière sur rébellion. Ça fait 15 ans on est en train de faire lumière. Maintenant, toi, les soirs là, tu as quel problème? Non, c'est pas ça. Non, tu vois. C'est un truc qui fait ça. Non, en fait, quand le président finit de parler, c'est ça, le président, c'est véritablement lui, le maître à jouer de la politique ivoirienne. C'est lui qui impulse la dynamique, c'est lui qui fait monter la tension, c'est lui qui fait baisser. La situation peut être calme. Il suffit. Il n'avait pas pris la parole là. C'est vrai qu'on était meublé par l'actualité de l'AES et tout ça, mais sur le plan purement local, bon, la situation était plus ou moins calme. Les gens sont venus faire bonne année au président Laurent Gbagbo pour dire le vieux, bonne année, on est toujours tes soldats, vraiment nous sommes toujours là, on est avec toi, bonne année, que Dieu te garde et tout ça. Le président, c'est quelqu'un qui est très profond, tu vois ce que je dis? Il prend la parole et il va faire un témoignage très simple, tu vois, pour dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ça s'est passé sur la base d'un gros mensonge. Les gens, ils ont utilisé des mensonges, ils ont utilisé des faits irréels pour créer le désordre en Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve. Donc, le président va témoigner pour dire non. Quand j'étais allé en Libye, ils ont dit à Kadhafi qu'on tue les musulmans. Et que on leur interdit de porter des boubous. Mais Kadhafi, là, c'est un musulman. Est-ce qu'ils ont dit à Kadhafi non?
c'est d'enlever Laurent Gbagbo pour mettre Ouattara. Et puis, on va créer une rébellion. C'est ce qu'ils ont dit à Kadhafi. Tu es sûr que s'ils avaient tenu ce langage-là à Kadhafi, Kadhafi leur aurait donné un centime ou il leur aurait donné du matériel de guerre? Non. Ils ont fait jouer la fibre religieuse. Qui a été le premier à faire entrer la religion dans le domaine, dans la sphère politique en Côte d'Ivoire? Qui a été le premier à le faire? Toi, tu cherches par là. Yeri, faut pas nous poser question, ça là. Hein. Tu sais pas, c'est Gbagbo qui a dit qu'il est du Nord. Toi, tu sais que c'est Gbagbo qui a dit qu'il est du Nord, qu'on ne veut pas qu'il soit candidat, qu'il est musulman. Donc, en fait, je ne comprends pas trop leur joie. En fait, je tombe des nues. Tu vois, je comprends pas comment le simple témoignage. D'abord, il devrait comprendre que Laurent Gbagbo, c'est pas un juge. Et c'est pas parce qu'il dit X chose ou Y chose que les gens sont de facto disculpés. Laurent Gbagbo, c'est pas la justice, Laurent Gbagbo. Donc, ils peuvent même pas se réjouir du fait même que le président dise ça. Parce que ça, je veux dire, ça ne les disculpe de rien. Ça ne lave pas Ouattara de tous ses péchés. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'ils se réjouissent. Parce qu'ils disent, enfin, ouf, tous les jours on disait que c'était notre président qui avait financé. Oh, aujourd'hui, enfin, on sait c'est qui. Donc, pour eux, le simple fait que le président fasse un simple témoignage pour orienter les regards ailleurs, ils saisissent la balle au bon pour se l'approprier, pour leur profit, pour dire, voici ce qu'on cherchait pour que, enfin, le président Ouattara soit disculpé. Donc, Devancier Hans, vas-y. quand tu vois, soyez salués encore, j'ai réitéré mes salutations à tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui t'apportent également. André, sois salué. Je sais que tu as déjà fait ton passage. Quand toi tu passes là, c'est la cendre qui reste derrière. Alors, quand tu passes, on n'est plus passé. Alors, ça fait 15 ans, les gens essaient de se justifier. Ça veut dire qu'ils sont même pas sûrs de leur position. Hein, c'est ça. Ça fait 15 ans, ils sont au pouvoir. Ils essayent de se justifier. Donc, ils attendent. Parce que là, ils sont pas encore sûrs. Ça dit quoi? 15 ans, mais les 15 ans ne leur a pas suffi d'être à l'aise de leur position. Le jugement de Amadi Oureni n'a pas été diffusé, n'est-ce pas? Qui est informé de ça? Mais ce qui ressort de là, c'est qu'Amadi Oureni dit, est-ce que lui seul là, il peut faire génocide? Ouais. Qui lui a donné les armes? Voici les questions que Amadi Oureni a posées. Qui a donné les armes à ces hommes? Et lui, Amadi Oureni, qui l'a envoyé pour cette mission? Et puis le jugement s'est terminé. On devait diffuser cela aussi. Parce qu'on veut la lumière. Ces genres de situations-là, ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, quand on veut juger un coupable, ça doit être télévisé. Comme ce qui s'est passé en Guinée Conakry. Ça devait se passer comme ça en Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit, c'est ici, on tue les gens de Gbagbo et puis on les met ici là. Il est dans l'armée ivoirienne. C'est un témoin vivant. C'est un témoin vivant. Et c'est lui qui dit, on tue les gens de Gbagbo. On les met. Voici mon mourou là. Voici mon mourou. Il est de surcroît que capitaine même dans l'armée, aux eaux et forêts. Mon abonné, bonjour. Voici à quoi ressemble la Côte d'Ivoire quand on veut la lumière. Tu penses que tu vas dire au voleur de chercher un voleur? C'est pas possible. Si c'est lumière de Draman en attendant, même soleil va pas briller. Même soleil va pas briller. Mais pour ça là, il n'aura pas de lumière. Maintenant, nous tous on connaît la vérité. Eux, ils connaissent la vérité. Ils vont effacer les traces, ils vont éliminer ceux qui peuvent témoigner contre eux. C'est ce qui va arriver entre eux. Ils ont commencé à s'effacer. Les Watao, là, ils ont commencé à prendre draps qui sont ivoiriens. Les Ambak ont commencé à prendre draps qui sont ivoiriens. Mais ils sont morts de palu. On dit c'est palu ou bien fatigue générale. Donc, lorsqu'ils ont commencé à prendre draps qui étaient fils de la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à être fatigués. Fatigue générale les a emportés.
Voilà. On attend la lumière de Draman. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut oublier ça. Alors, quand le président Laurent Gbagbo dit, viens sur l'anecdote, parce que ça, Hans, je t'ai dit que ça passait pour grain. Hein? Ça passait pour grain. Quand on disait que oui, le président Laurent Gbagbo lui a dit, mais je suis avec les musulmans, ma femme est musulmane, les gens disaient, oh, c'est grain. C'est grain. Ça s'est jamais produit, c'est grain. Mais l'homme, il est vivant. L'homme est vivant. C'est Gbagbo, il est vivant. Et il ne parle pas un coup. Il parle un peu. Et quand il parle un peu, tous ils tremblent. C'est lui Gbagbo. C'est l'alpha et l'oméga. Dans notre politique ivoirienne, là, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le président Laurent Gbagbo qui siffle le chaud et le froid. Il n'y a pas de débat. Pendant un bon moment, ils étaient tous silencieux. Ils cherchaient des débats. Par moment même, ils sont allés voir, ils sont allés sur le sujet Yaya Touré. La politique, c'est Gbagbo. En Côte d'Ivoire, la politique, là, a un nom. C'est le président Laurent Gbagbo. L'autre, là, il ne connaît pas la politique. Les autres, là, ne connaissent rien. C'est en cela, d'autres sont allés en fuite pour aller s'asseoir quelque part en France. Matin, ils se sont retrouvés en prison. Le lendemain, ils sont députés. Après, ils sont députés à de l'Assemblée nationale. Et puis, truc. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui la politique. À part le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire. La politique a un nom, c'est le président Laurent Gbagbo. Restons tranquilles. Restons tranquilles. Les choses vont venir. Et la vérité sera devant tout le monde, devant tous ceux qui sont nés. Bon, il y en a qui sont nés hier. Voilà, on continue de les mentir, de mentir à ces personnes-là dans les grains. Ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas se renseigner. C'est pitoyable, mais la vérité sera. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, le masque. Merci pour ton intervention, mais très clair. Soleil. Bonsoir, vous allez bien vous tous? Ouais, merci mes gars. Moi, je suis quand même heureux et puis qu'on étale les choses de cette manière avec une description logique. Merci à vous tous. Moi, je voudrais dire une chose. Vous savez, hein, une chose est sûre et certaine en Côte d'Ivoire. Toutes les grosses têtes ont avoué à mettre reprise qui était le parrain de la rébellion en Côte d'Ivoire. A commencer par Alassane Dramane Ouattara qui a fini par se dédier. Moi, Alassane, je suis assis en France. On dit, tu connais un Koné Zakaria. Mais moi, je n'ai jamais vu un certain Koné Zakaria. Mais c'est qui? Les gens veulent salir mon nom. Toutes ces phrases-là, on se rappelle de ces phrases-là depuis, comme si c'était hier. La mort de Kass en 2007 ou 2005, la mort de Kass à Boaké. Ils ont dit, nous, on a pris les armes là. Ce n'est pas pour quelqu'un. Nous, on a pris les armes là pour Ado. Mohamed Kamalofa Dialouman a trollé Alassane Dramane Ouattara. Attends, je vais ça si tu veux. Mohamed Kamalofa Dama. MPCI supporté. Encore. Faut mettre ça. Supporté. Aïssé Kalo, oui, Alassane Dramane Ouattara. À force d'écouter là, on va parler. Aïssé Kalo, oui. Moi, je ne vois rien dans du là, hein, mais ça là, seulement, il ne peut pas oublier. Ante, lui aussi, il a trop parlé, il a parlé beaucoup. Hein. Vers la fin, c'est ça qui est important. Attends. J'ai fait passer où il dit, c'est pas pour, comment on appelle ça? C'est ça, faut pas dire là-dessus. Donc, vas-y, parle, le temps que je cale ça dessus. D'accord, donc, on a vu toutes ces phrases en Côte d'Ivoire. Et un monsieur qui s'est fait respecter au sein du RDM, dit RADP, qui a dit une chose. Écoutez bien ce que le monsieur a dit. C'est un grand communicant de ce parti politique-là. Il a dit, mais le nom d'Alassane Dramane Ouattara est un nom qui fait adhérer pour des causes nobles. Donc le monsieur qui a dit qu'on a pris les armes pour Ado, là, s'il ne disait pas ça, la population n'allait pas adhérer. Mais alors qu'en droit, si je vais citer le nom de Hans, qui n'a nullement implication dans une affaire,
Mais on se peut porter plainte pour ce qu'on appelle les effets de diffamation. En Soubent, tu n'as jamais vu cette procédure. Une personne a été nommée, qu'elle aurait donné de l'argent. On leur pose une question, ils disent non. Si la personne ne disait pas ça, la population du Nord n'allait pas adhérer. Mais moi, je n'ai jamais vu une plainte de Sieur Alassane Dramane Ouattara contre ce colonel-là de l'armée ivoirienne aujourd'hui, qui s'appelle, en espèce et en l'occurrence, M. Kone Zakaria. Il n'y a jamais eu de plainte. On va aller loin, Hans. Au Golf Hotel, quand ils ont pris Laurent Gbagbo, le journaliste de TV5 et France 24 a dit l'armée pro-Ouattara. Mais Hans, il y avait quelle armée pro-Ouattara en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai vu dans les médias, l'armée française a fini de donner Laurent Gbagbo aux rebelles et le monsieur a fait un communiqué. Il dit Laurent Gbagbo vient d'être attrapé et la force pro-Ouattara vient de mettre la main sur lui. Mais moi, je n'ai jamais su qu'il avait une force pro-Ouattara en Côte d'Ivoire. Les gars, dites-moi, moi j'ai le niveau CM2, donc quand je suis parmi vous, j'essaie de, à travers vos dits, de me cultiver un peu, d'apprendre. Est-ce qu'il y avait une force en présence en Côte d'Ivoire qui était la force pro-Ouattara? Cette question n'a jamais été satisfaite. Mais allons loin. Il y a quelque chose que les Ivoiriens banalisent souvent. Il y a une affaire Amadé Ouremi qui a été accusé pour crime génocidaire, crime contre l'humanité. Quant au procès de M. Amadé Ouremi, ils ont fini, ils ont dit Amadé Ouremi, il dit mais moi je ne suis qu'un bouc émissaire. Quand on dit bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on t'a utilisé comme un appart. En fait, tu fais écran à une entreprise ou à des personnes. C'est-à-dire que tu es comme un collabo. Il dit moi, ce n'est pas moi qui ai fait. J'ai agi sur ordre et il a nommé des personnes. Vous savez ce que le journaliste France 24 a dit? Il dit les personnes qui ont été citées dans le procès d'Amadé Ouremi, aujourd'hui sont dans l'armée, des hauts gradés. Au moment de cette crise post-électorale, ils étaient des forces pro-Ouattara. Voilà pourquoi on peut exempter des personnes de poursuites judiciaires pour des crimes. Parce qu'ils étaient, au moment de la crise post-électorale, des forces pro-Ouattara, proches d'Alassane Dramane Ouattara. Et pour ce fait, on ne les a pas jugés. Donc quand les gens cherchent qui est propriétaire de la rébellion ivoirienne, moi souvent je dors parce qu'on sait la vérité. Nous savons tous la vérité. Mais comme l'a dit mon frère, le masque Zagueta, il a dit que quand on disait avant que des individus ont été voir Kadhafi pour prendre des armes, pour avoir un financement, ils ont dit que Laurent Gbagbo n'aime pas les gens du Nord. Laurent Gbagbo n'aime pas que les Goulois portent les boubous en Côte d'Ivoire pour aller à la mosquée. Donc ils sont partis et ils auraient donné des armes. Quelqu'un a dit ça a transité par un pays pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais quand ils sont partis, là, ils ont parlé au nom de qui? Ils ont présenté qui? Est-ce qu'ils n'ont pas présenté la personne que Kone Zakaria a dit pour dire oui, on a un grand derrière qui peut nous aider à financer le reste des choses et à faire du contrat. Donc, en ce moment, ça donne un tournis parce que les gens savent la vérité en Côte d'Ivoire. Sauf les ignorants. Hein. Moi, j'ai attendu qu'à présent. Les gens savent la vérité en Côte d'Ivoire, mais ils essayent d'ignorer la vérité. Ce qu'on appelle la théorie de Taboula la Rasa. Savoir une chose et en nier. Et ce qu'on peut appeler aussi sur l'effet des analyses psychologiques et puis trauma, ce qu'on appelle le trauma amnésique séquelaire. C'est-à-dire que c'est le fait de faire le déni. Vous connaissez ce qu'on appelle le déni de grossesse là? La femme, quand tu la vois là, toi tu vois le ventre devant elle. Et puis tu dis non, elle est enceinte. Elle te dit que non, elle ne connaît pas la grossesse là, qu'elle n'est pas enceinte. Et quand elle va aux toilettes là, quand elle veut, la femme tombe, elle peut le dire parce que pour elle là, il n'existe pas. Le RDA est dans ce qu'on appelle l'amnésie, le trauma amnésie séquelaire. Ils sont dans le déni alors qu'ils savent la réalité. Voilà pourquoi je vais m'arrêter pour ma prise de parole. Merci Soleil, merci pour ton brillantissime narratif, merci pour ton analyse éclairée, mais comme à l'habitude, hein, je vais demander respectueusement à tous ceux qui nous suivent de tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Je ne demande même pas de cadeau, mais tapoter, voilà, c'est juste que ça aide le live. J'ai calé ça sur, comment dirais-je, la sortie de Kone Zakaria là. Donc, ça là, je sais que tout le monde connaît, mais on va jouer ça quand même.
Moi, quand Marfa Dama, nous MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karlowe, Alassane Dramane Ouattara. Mais, moi, quand Marfa Dama, nous MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karlowe, Alassane Dramane Ouattara. Parce que, à notre légitime, Alassane ne te marre pas. Traduit en Gulois, quand on dit en Toubé exil, Alassane Dramane Toubé en Balo, quand on dit en Balo, en Bambara, c'est-à-dire que quand on est en exil, on était quelque part, c'est lui qui nous nourrissait, qui nous blanchissait. C'est-à-dire quand ils avaient besoin de manger, de vivre, tout ça, Alassane qui venait à leurs besoins. Ce qu'on dit, ah, Toubé en Balo. Voilà ce qu'il peut dire. Merci Soleil. Et il dit que Ouattara le faisait quand ils étaient en exil. Il dit que Ouattara leur donnait la somme de 25 millions de francs par mois. Il les blanchissait, il les entretenait. Donc ça veut dire, avant que l'attaque de la rébellion ne se fasse, le projet était déjà en préparation. Je l'ai dit tantôt, hein, quand tu es l'initiateur d'un projet là, si tu demandes de l'aide, est-ce que ceux qui t'aident là, ça fait d'eux les propriétaires du projet? Non. Quand tu es l'initiateur du projet et que tu n'as pas de quoi financer ton projet et que tu sollicites des aides, ça ne fait pas de ceux qui t'aident les propriétaires de ton projet. Mais mieux, comme le projet, il le dit, si vous devez supporter le MPCI, ne le faites pas pour X ou Y, pour tant et tant, mais faites-le pour celui-là qui nous nourrit, qui nous donne de l'argent. Faites-lui supporter le MPCI pour lui à qui nous avons décidé de nous battre. Et il cite le nom Alassane Dramane Ouattara. Pour le moment, ça là, on écoute ça comme ça. Mais est-ce que vous savez l'or que vaut cette petite partie-là? Parce que celui qui fait le témoignage là, c'est un membre actif de la rébellion. Il a pris part. Il n'a pas fait que dire ça. Il a expliqué la genèse de la rébellion. Mieux, il a parlé de IB dedans. Donc, il reconnaît que à la genèse de la rébellion, il y avait IB, il y avait Soroguion, parce qu'il va citer. Mais il dit que celui qui prenait soin de tout ce groupement-là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara parce que c'est pour lui que nous étions en train de travailler pour mener cette rébellion. C'est lourd de sens. C'est pas une vidéo simple. Parce que c'est pas un gars quelconque lambda qui est venu s'arrêter pour parler. C'est un acteur clé. Quand on a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI, là, est-ce qu'on a pris des gens comme ça pour venir témoigner contre lui? Non. Bon, pour certains dans la population. Mais quand on voulait véritablement prouver qu'il y avait le plan commun, qui on a pris? On a pris des acteurs clés. Non, naturellement, le chef d'état-major qui répondait directement du président de la République. Donc, s'il y a un plan commun qui a été oudi, c'est clair que si le chef d'état-major fait partie de ce plan-là, il a reçu des ordres de celui qui est placé plus haut. Donc, il fallait établir la preuve directe que le président Laurent Gbagbo mais donnait des ordres. Donc, on a cité des témoins clés, les acteurs majeurs. C'est pour ça que l'autre est venu, le chef d'état-major est venu. On a pris le responsable de la gendarmerie, Kassaraté. On a pris le responsable de la police. Vous voyez, non? Donc, lui qui parle, c'est un peu leur Kassaraté, en fait. Donc, c'est un acteur clé qui témoigne. C'est pour ça que faut aller à l'école. C'est très important. Vous êtes sûr, quelqu'un qui est intelligent, qui réfléchit, peut se mettre du haut d'une estrade, devant un parterre de personnes, faire de tels aveux, en pleine crise. Est-ce que quelqu'un qui est intelligent peut faire ça? Parce que ça reste, c'est une preuve documentaire, mais trop capitale. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, nous, ce sont des choses, nous disons très bien que
les preuves là, pour Ouattara, ne sont pas difficiles à trouver. Tu t'assois, un simple personnage, tu tapes Alassane Ouattara, père de la rébellion. Vous comprenez? Maintenant, il y a ceux-là qui sont prêts à témoigner contre lui. Je suis convaincu. Ceux qui sont en exil, ceux qui sont cachés quelque part, hein, ceux qui sont... ceux qu'on pourchasse là. Mais ils vont dire clairement. Ils ont même commencé déjà à parler. Je veux dire que la sérénité est de notre côté. C'est pour ça que vous gesticulez. Attends, je suis en train de parler, frère. Attends. Quand j'ai fini de dire mon narratif, je vais te passer la parole. Si tu as monté, c'est que tu vas parler. Désolé. C'est pour ça que je dis que quand vous réagissez comme ça, ça prouve que vous manquez de sérénité. Ça dit que ça prouve que vous avez peur. Ça prouve que vous savez ce qui vous attend. Quand tu sais ce qui t'attend, tu peux jamais être serein. Ça dit que quand tu as commis quelque chose de grave, et tu sais que, bien évidemment, on te soupçonne d'être l'auteur de cette chose-là, tu as peur parce que, tôt ou tard, tu vas être indexé, tu vas être arrêté. Donc, ça montre que vous n'êtes pas serein. Ça montre que vous savez tout ce que votre mentor comment dirais-je, a une grande responsabilité, sinon est le responsable majeur de tout ce qu'il a eu. Donc, le président Laurent Gbagbo ne serait être le juge qui va disculper Alassane Ouattara. Non, mais c'est Kone Zakaria. Même si tu n'es plus de ce monde demain, parce que eux, ils ont la rapidité d'envoyer les gens de l'autre côté, j'en veux pour preuve la disparition étrange d'un de leurs, en l'occurrence Ouattao, et bien d'autres. Donc, si même on t'envoie loin, au moins tu as témoigné pour la postérité. Nous, ça nous va. Ça nous suffit, c'est clair. Ok, il y a Force qui était avant Upper, mais il m'allait un peu pointer. C'est pas peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une information de taille qu'il veut donner. Upper, vas-y. Upper. Merci, frère. Merci. Ok, bonsoir, frère. Merci de m'avoir donné la parole. Et merci de mener le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage avec le braquage électoral qui a eu lieu. Ok, j'aimerais dire pourquoi Kone Zakaria organise... Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Vas-y, on t'entend, vas-y. Ok. Kone Zakaria organise cette réunion, pourquoi? Ça, et quoi, la réunion a eu lieu à Séguéla? Parce que les populations ne comprenaient rien. D'autres se réclamaient de IB, d'autres se réclamaient de Soro, d'autres se réclamaient de Zakaria. Ah, quand IB vient, les gens disent, ah, nous c'est Soro, on connaît, hein? Donc faut quitter devant nous. Quand Zakaria vient, les populations disent, non, c'est IB, nous on connaît. Donc, Kone Zakaria va organiser cette réunion grandiose pour expliquer les choses en détail. Il prend la parole parce que tu sais, la majorité des populations du Nord sont illettrées. Voilà. En pleine saison agricole, on vient chercher, comme Léonard Groguet lui l'avait montré dans l'un de ses films, on vient chercher les gens, les enfants, pour dire, viens, tiens, là, d'abord, allons au champ. Donc, la majorité ne sont pas allés à l'école. Donc, Kone Zakaria va utiliser la langue malinké et dioula pour expliquer les choses, pour que les gens comprennent mieux. Parce que s'ils s'expriment en français, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Peut-être qu'ils auront la minorité. Donc, pour avoir la majorité, il doit aller en langue. Et il explique. Il dit, si vous nous suivez, vous suivez, bon, leur groupement s'appelait MPCI. Mais dans MPCI, il y a plusieurs leaders. Il dit, ne nous supportez pas à cause de Soro, à cause de Zakaria, ni à cause de IB. Moko Kamalfa dit, lui qui nous a donné les armes là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Vous tous, vous le connaissez. Les populations disent, ah bon? Donc, si vous nous supportez là, supportez-nous à cause de lui. Et il va aller en détail.
combien il envoyait chaque mois? Il dit qu'il envoyait 25 millions. En 2 mois, ça fait 50 millions. 3 mois, 75 millions. 4 mois, 100 millions. Donc le gars, il a mis son entreprise en place. Parce qu'il a dit un jour que je frapperai ce pouvoir, il tombera. Il a dit aussi que je ne vais pas attendre 5 ans pour venir au pouvoir. Sachant qu'un mandat présidentiel fait 5 ans. Lui, il dit qu'il ne va pas attendre 5 ans. Et c'est lui qui donne les leçons de moralité aux leaders de l'AIS. Non, vous êtes venu par coup d'État. Mais quand quelqu'un dit je ne vais pas attendre 5 ans là, c'est que c'est un coup d'État que tu as fait. Donc, c'est lui qui est le commanditaire. Et c'est de lui le président Gbagbo parlait. Qu'ils sont allés voir ils sont allés voir Kadhafi pour dire ah, on nous empêche de porter boubou. On nous empêche de parler la langue djoula. Il a la haine des musulmans. Donc, puisque Kadhafi est musulman, il va dire, ah, c'est quelqu'un qui n'aime pas les musulmans là, moi, je dois soutenir les gens pour qu'on puisse les dégommer. Donc, dans l'ignorance, Kadhafi va donner des armes et de l'argent à Alassane, à Blaise Compaoré et compagnie, IB consort. Parce que les mensonges a pris l'ascenseur. Mais lors d'une réunion de l'UA, l'Union africaine en Libye, je suis sûr que le président Gbagbo a pris la parole. Et quand Kadhafi l'a écouté, je suis sûr qu'il a parlé de souveraineté, de panafricanisme, puisque c'était l'objectif de Kadhafi, le panafricanisme. Il faut que l'Afrique soit unie, qu'elle se mette ensemble pour relever les défis. Donc en écoutant ça, Kadhafi, il est emballé, il est touché. Il dit, mais quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, bon, peut-être qu'il n'aime même pas ses frères, il ne peut pas avoir un tel discours. Et il va l'appeler, il va dire, c'est toi le président de Côte d'Ivoire? Il dit oui. C'est toi, on dit, tu n'aimes pas les musulmans, tu les empêches de porter boubou. Et le président dit, ma femme, mon épouse Nadi Bamba, est musulmane. Je lui ai même pas dit non de quitter sa religion pour se convertir au christianisme. Il lui a dit qu'elle garde sa religion. Pour que la vérité éclate. La vérité a pris l'escalier, mais elle a rattrapé le mensonge. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas les musulmans peut épouser une femme musulmane? Moi, je n'aime pas les musulmans, je vais épouser une femme chrétienne. Mais cette preuve même suffisait pour que Kadhafi puisse savoir que c'est des mensonges qu'on l'a servi. Il dit, en bon, donc tu es marié à une femme musulmane, c'est que tu as l'amour des musulmans. Donc ils m'ont raconté des mensonges. Donc il va donner rendez-vous à Ouaga, à une réunion. Il dit, bon, tu fais quoi demain? Il dit qu'il sera en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, tel jour vient, on aura une réunion là-bas. C'est comme ça qu'il va commencer à se rallier derrière le président Laurent Gbagbo. Donc ils ont vendu le mensonge pour dire les Ivoiriens mener cette rébellion. Ils ont dit quoi encore? La Côte d'Ivoire est un pays xénophobe. Celui qui a envoyé la carte de séjour et celui qui l'a supprimé, entre les deux là, qui est xénophobe, qui n'aime pas les étrangers. Quand il va sur les panels, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il dit non, il faut que la carte de séjour revienne pour que les gens de l'AES puissent souffrir. Et quand je monte sur les panels, je leur demande, mais pour aller en France, on prend le visa, non? Mais est-ce que les Ivoiriens ne vont pas en France? Est-ce que les Africains ne vont pas en France? Donc même si vous envoyez la carte de séjour là, les gens de l'AES là, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Parce que
ils travaillent. L'économie de la Côte d'Ivoire, si elle est forte, ils ont un grand soutien dedans. Donc, Super, tu as 30 secondes pour chuter, s'il te plaît. Ils font la force aussi de l'économie ivoirienne. Est-ce que tu m'entends? Moi, je suis en 30 secondes, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour conclure, je dirais que les preuves sont là. Ils sont en train de nous distraire. C'est lui qui, au début et à la fin, sur le chemin du pouvoir, il a fait plusieurs djalis. Merci. Voilà pourquoi il fait un 4e mandat. Merci beaucoup. Parce qu'il a peur. Merci. De ce qu'il attend. Donc, merci beaucoup et je fais mon micro. Merci. Aïlé, il y a Force qui est là. Je vais vous passer la parole tout de suite. Ouais, je suis là. Ok. Il y a un fait juste que je voulais relever. C'est que quand les gens mettent en place la rébellion, bah, ils sont dans un pays voisin. Ils sont au Burkina. Voilà. C'est sûr de tous. Et donc, la preuve de l'implication du Burkina est avérée. Ok? À l'époque de la rébellion et tout ça. Donc, ça veut dire que il y a l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré qui offrait gîte couvert à la rébellion pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Une fois que c'est fait, bien évidemment, on sait tous que cette rébellion-là part du pays voisin que le Burkina sous la coupole de Blaise Compaoré. Mais le truc qui est bizarre, c'est que celui qui hier a facilité l'hébergement de la rébellion au Burkina et même qui leur a offert gîte couvert, c'est celui-là qui est aujourd'hui hébergé par Alassane Ouattara. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, si la preuve, et la preuve est avérée, que c'est Blaise Compaoré qui a permis que cette rébellion-là soit hébergée aux frais de Burkina, si Blaise Compaoré leur a donné tout ça, et aujourd'hui il se retrouve être comment on appelle ça, l'invité de Ouattara, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'ils étaient de connivence. Et c'est ce que nous sommes en train de dire en fait. Donc, tout ça nous conforte, nous autres là, pour dire clairement que ils savent que le vent a tourné. Sinon, Laurent Gbagbo va sortir faire un témoignage là. Ça ne peut pas réjouir le RDR de la sorte. Je suis étonné, je suis même, je veux dire, agréablement surpris. Parce qu'ils nous ont montré par là qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur d'être rattrapés par leurs méfaits. Ils ont peur que finalement, parce qu'ils se disent clairement qu'ils n'ont pas fini de prouver qu'ils ne sont pas responsables de la rébellion. Ils le disent comme ça, mais pour eux, il faut quelqu'un, un acteur clé de la crise pour venir en griffe les disculper. Donc pour eux, le fait que le président fasse ce témoignage-là, c'est un cadeau inespéré. C'est un cadeau inespéré. Pour eux, c'est vraiment quelque chose mais dont ils ne s'attendaient pas. Et donc, ils vont saisir la balle au bon pour dire devant tout le monde, nous, on vous avait dit, le président Laurent Gbagbo, et ils vont se conforter dedans. Mais ça prouve que la peur les a vraiment gagnés. Ça prouve que de tout ce qu'ils ont fait là, ils sont conscients que ils ne pourront pas changer le cours des choses. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas donner une autre lecture autre que ce que tout le monde sait. Parce que ce sont les preuves qui sont là. Nous, on n'invente rien de tout ce que nous sommes en train de dire, et même des narratifs, des arguments que nous donnons là. C'est sur la base des preuves. Très simple. Ce sont les faits qui parlent. Et puis, on ne fait que les commenter. Ok. Force. Force, bon, je passe Aïlé, et puis Force prend. Aïlé, vas-y. Ou bien Force, Aïlé, attends. Force, c'est là? Ouais, je suis là. Ou bien? Ok. Bon, tu es là, ça fait un bout quand même, hein. Vas-y. Et puis Aïlé va répondre. Ouais, en fait, moi, quand j'apprends que ça crée panel partout pour cela. D'abord, eux, ils cherchent une personne qui peut mettre leur fardeau. Sinon, au début, quand Charles Blé Goudé est venu, on dit non, Charles Blé Goudé, c'est pour eux que le père de la rébellion.
Oh, voici ce que Chablek a dit. Voici ce qu'il a dit. Ça va être débat ici. En fait, en réalité, il cherche quelqu'un qui met leur fardeau. C'est tout ce qu'il cherche. Parce qu'on a vu le cas de Chablek, ça a fait débat ici. Aujourd'hui encore, c'est Kadhafi veut parler, ils oublient maintenant à faire des Gbagbo qui perdent la rébellion. C'est Kadhafi maintenant, il veut mettre Kadhafi qui perd la rébellion. Après qu'ils vont parler encore, on trouve que ce n'est plus Kadhafi, mais c'est la France. En fait, ils cherchent quelqu'un qui met les fardeaux. Toi, tu peux pas accuser les autres. On sait que la rébellion, là, pour finir, la rébellion, c'est comme le budget de la rébellion partout dans le monde, c'est comme le budget d'un État. La rébellion, ce n'est pas du jeu. Il faut avoir des financements. Ils ont tellement financé qu'ils n'ont pas pu renverser le pouvoir. Ils cherchaient d'autres financements. Alors, il fallait inventer certaines choses telles que la religion. Et c'est ce qu'ils ont inventé, soit aller voir Kadhafi. Parce que Kadhafi, avec les moyens pour faire certaines choses. Ils sont allés voir Kadhafi se les écouter et puis il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, ils se rendent compte que leur gars les a trahis. Puisque, arrivé un moment maintenant, les gars les a laissés, Kadhafi les a laissés pour venir se joindre au président Gbagbo. Donc, ils ont cherché encore d'autres moyens. C'est-à-dire que non, il faut organiser les élections coûte que coûte, sinon, voilà. Ce que je veux juste dire, c'est que il ne faudrait pas que les gens soient étonnés de tout ce qu'ils diront sur la rébellion. Parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Mais une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que quand je vois la photo ici, là, tous ceux qui ont fait la rébellion, les voilà ici. Les voilà. C'est la même chose qu'ils ont fait à propos de la mort de Gueye, là. On dit que c'était Gbagbo qui a fait. Parce qu'ils cherchaient encore d'autres personnes. Pourtant, ceux qui ont fait coup d'État contre Bédié, là, ce sont ceux qui ont fait c'est eux-mêmes qui ont déjà Gueye. Parce que quand j'ai entendu l'interview de l'autre IB, là, ils disent que le président comme ça, Gueye Robert, j'aurais sa peau. Pourtant, ce sont eux qui ont fait le coup d'État contre Bédié, qui sont venus installer Gueye. Et le même gars encore, parce qu'il n'a pas voulu que Ouattara soit candidat, alors il a dit que j'aurais sa peau. Et puis, dans quelques temps, il s'est dit, ils ont voulu coller ça encore sur Gbagbo, que c'est Gbagbo qui a fait, qui a déjà Gueye, c'est Gbagbo qui a enlevé Bédié au pouvoir. Donc là, ces mêmes gars de rébellion et de coup d'État là, sont aujourd'hui avec Ouattara. Ces mêmes gars de rébellion là, sont aujourd'hui avec Ouattara. Et quelqu'un qui dit, comme le frère l'a dit, quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas attendre 5 ans. Sachant que 5 ans, un mandat, c'est 5 ans. Donc, ça veut tout dire. Ils cherchent quelqu'un pour mettre leur fardeau là-dessus. C'est tout. Sinon, tout de suite là, si tout de suite là encore, ils vont dire que non, c'est solo qui a dit que non, tu mets le père de la République. Ils vont chercher quelqu'un qui met la faute là-dessus, forcément. Donc, moi, je ne trouve pas en quoi est-ce que ça doit gêner certaines personnes, quoi. Les gens cherchent une personne pour coller là-dessus. Parce que, ils disent que même si le gars n'est plus, lui qui est là actuellement n'est plus là, dans sa tombe là, on dirait toujours que non, c'est un rebelle. Donc, il cherche quelqu'un, c'est tout ce qu'il veut dire. Voilà, merci. Merci, Force. Merci beaucoup. Merci. C'est bien dit. Merci. Effectivement, tu as soulevé un plan. Avant de revenir à toi, tu as soulevé un point qui m'a interpellé. On va écouter ça quelques minutes parce que tu as dit que c'est les gens qui ont fait le coup d'État, donc la rébellion, c'est encore eux qui ont mis Gueye, donc qui ont fait le coup d'État contre Bédié. Attends, on va écouter ce que IB dit à ce sujet rapidement avant de continuer. Aïli, tu vas rebondir après ça. Tous ceux qui étaient avec moi, à commencer par Zagazaga et autres, les Ouattao que vous connaissez, les chérifs, tout ça, ont été arrêtés. C'est-à-dire toute la brigade spéciale qui assurait sa sécurité, il les a fait arrêter. On les a mis à la poudrière. Je ne vais pas prendre trop le temps pour vous expliquer ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Et après, quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit, mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation, d'une protection, c'est une affectation. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? Qu'est-ce que mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir se retrouvent en prison? Qui sont ces compagnons? Il les a cités. Zagazaga, Ouattao, Chérif Ousmane. Ces noms-là vous disent quelque chose, non? Ceux-là, ils ont été à l'origine de la rébellion. Donc, si on comprend bien, le projet de la rébellion avait pour but
uniquement que de mettre Ouattara. Parce que ceux qui se sont retrouvés être les auteurs du coup d'État de 99 sont les mêmes qui se sont retrouvés être les auteurs du coup d'État de 2002 muet en rébellion. Là, Kadhafi avait financé quelque chose, bien Kadhafi était au courant. Donc, vous voyez que le projet n'a jamais été de défendre, bon, on le sait, mais je vais le redire, le projet n'a jamais été de défendre une quelconque communauté musulmane ou bien des gens qui portaient boubou. Le projet était clair. Le projet était de mettre Dramane au pouvoir. Parce que ceux-là qui sont les auteurs de la rébellion, ce sont ceux-là, IB vient de citer leur nom, ce sont ceux-là qui ont fait le coup d'État pour mettre Guy Robert au pouvoir. Parce qu'il a dit, vous mettez en prison ceux qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Vous voyez? Or, en ce moment, il n'est pas question de défendre les boubous. Il n'est pas question de défendre une quelconque communauté. Pour dire que, avant même qu'on parle de rébellion et tout ça, il y avait ce projet-là qui avait déjà été arrêté de donner le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara, qui est le maître à penser, qui est le père fondateur de cette rébellion-là. Le camarade l'a dit, quand Blé Goudé est sorti hier pour dire qu'on lui a demandé de faire génuflexion devant Soro Guillaume, tout le monde a sauté pour dire c'est Gbagbo qui est le père de la rébellion. L'autre l'a dit tout à l'heure. Dès que X ou Y sort pour parler, on dit oh c'est lui. Donc, vous voyez, ce sont des âmes en peine. Les gens sont tourmentés, ils ont peur clairement de ce qui les attend. Voilà, c'est le petit point là que je voulais relever. Allez, vas-y. Bonsoir Ansa, bonsoir aux frères qui sont sur le panel et puis en bas aussi qui nous écoutent. Et puis aux militants de RDR, HDP aussi qui sont là, parce qu'ils nous écoutent aussi. On s'adresse à tout ce beau monde là pour restituer la vérité. Et c'est intéressant. Ce que tu as eu à dire, ce que les autres ont dit jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, c'est intéressant parce que ça va permettre de mettre les choses en place. Pour rappel, le combat, quand Gbagbo disait on va se battre là, ils veulent se battre, on va se battre. Le fameux combat politique là, c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça là, ce qui sont les suivre maintenant là, c'est ça le combat politique. Moi j'utilisais l'expression marathon. C'est le marathon là qui est là. Le marathon c'est un pas après l'autre. On retient bien son souffle et puis on y va sur une longue distance. On ne court pas là pour s'essouffler et puis arrêter tout de suite après. C'est pas de cela qu'il s'agit. Alors ça, c'est un autre pas qui est posé là. Et puis les gars doivent, au lieu de penser que c'est la fin, il faut que tout le monde sache que ce n'est qu'un pas parmi tant d'autres. Il y en a encore. Il y a d'autres détails qui seront donnés. Il y a d'autres débats qui auront lieu. L'objectif étant de restituer toute la vérité pour que le mensonge s'effondre. Parce que l'objectif final, c'est que c'est la victoire de la vérité sur le mensonge. La victoire de ceux qui supportent, la victoire, pardon, de ceux qui supportent la vérité sur le mensonge, sur ceux qui supportent le mensonge. On ne peut pas venir et puis travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ça et puis avancer les gars. Donc les 2000 prisonniers qu'il y a là, parfois les gens peut-être se disent qu'ils réussiront à briser cette opposition-là. J'écoutais quelqu'un me dire ah oui, l'opposition est actuellement maîtrisée, ça va. Il dit mais les gars, peut-être que c'est un truc culturel. Demandez aux colons. Les colons essayaient de nous mater. Ils ont même pris des milliers de nos parents pour les envoyer en Afrique centrale. On est là. On les a combattus jusqu'à ce qu'ils nous donnent un semblant d'indépendance avant qu'on les laisse respirer un peu. C'est ce qu'on a fait. Et on ne va pas arrêter. Donc les gars, ceux à qui vous avez affaire là, aux gars du RDL là, c'est cela, c'est ceux-là qui ont combattu les colons sans répit, des gens qui étaient hyper armés, hyper équipés. C'est aux mêmes personnes que vous avez affaire, mais dans un autre siècle, quoi. Disons ça comme ça. Qui sont là, c'est les mêmes types là qui sont devant vous. Donc on ne lâchera pas. Notre sécurité, notre bien-être, tout ça d'accord, mais le combat d'abord. Ça c'était comme introduction. Maintenant, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ce dont il s'agit actuellement, c'est comment est-ce que, après la débâcle de Lionel Jospin en avril 2002, cette rébellion déjà qui se préparait depuis longtemps là,
la tentative de coup d'État a pu être exécutée et puis ensuite qu'il s'est mis en rébellion. Parce que c'était en 2002 que Lionel Jospin a perdu, en avril, hein, qu'il avait perdu. Et puis ensuite, Kadhafi aussi qui, entre-temps, essayait de redorer son image auprès de l'Union européenne, avait une sorte de rapprochement avec eux, rappelez-vous bien. Donc, bon, l'un dans l'autre, on lui dit aussi qu'il y a un monsieur là-bas qui n'aime pas les musulmans. Bon, il s'est dit, bon, si les âmes doivent passer par ici, c'est pas mauvais non plus. Pour quelqu'un qui divise l'Afrique, soi-disant, c'est d'une pierre deux coups. Mes amis, ils m'ont un peu collaboré. Parce qu'ils ont collaboré, Hans. Ils ont collaboré. Mais après, il s'est ressaisi. Quand il s'est rendu compte que c'est l'un de ces gars avec qui il peut jouer. C'est quand ils se sont rencontrés à Sitla, et puis ensuite à Bamako. C'est là où Essi Amara a été positionné, là, non? N'est-ce pas? Essi Amara, c'était en 80. C'était à ce moment-là, non? Le positionnement d'Essi Amara, si je me rappelle bien. Comme... Essi Amara, c'était en 2001, non? Oui, 2000. En 2001, c'était avant. À Sitla, c'était avant. Voilà. Mais pour ce qui est de Gbagbo lui-même, là, quand le monsieur Kadhafi a découvert que le monsieur n'était pas du tout ce qu'on lui racontait, il a fait marche arrière. D'accord? Malheureusement, les choses étaient déjà trop avancées. Il avait découvert l'autre un peu avant. Hein. Il avait le découvert Gbagbo un tout petit peu avant. Parce que les Français ne pouvaient pas faire comme ils avaient fait avec Bédier, étant donné qu'en ce moment-là, la gauche et puis la droite se battaient âprement en France. Même si l'autre venait de tomber, Jospin venait de tomber. Bon, au lieu de venir directement dans le pays, là, on pouvait au moins passer par la Libye, le Tchad, le Niger, Burkina et puis venir. C'était pas uniquement Kadhafi. Ça, on peut en discuter. Je peux avoir tort, mais je suis prêt à en discuter. Parce que quand les gens ont leur pays, comme avec Tandja, avec Blaise Compaoré, là, je ne pense pas que des âmes puissent transiter sans qu'eux ne soient même pas informés. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Français ne savaient pas du tout que des âmes transitaient par le Niger, par le Burkina, et puis bon, voilà, c'est Kadhafi seul. Ça, c'est mon avis à moi, et ça peut être débattu, hein. Je peux avoir tort, mais ça, c'est mon postulat. Il s'est rendu compte de cela, mais ce qui devait être fait a été fait. Aujourd'hui, la vérité est en train d'être déballée, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, morceau par morceau. Morceau par morceau, toute la vérité est en train d'être dite. Mais ce n'est pas tout, ça ce n'est qu'un morceau de la vérité, une partie de la vérité qui est en train d'être dite maintenant. Ce que j'aimerais faire ici, c'est inviter les Ivoiriens à regarder plus large et à savoir que ça c'est un pan de la vérité qui est là. Ça ne veut pas dire que Kadhafi s'est réveillé tout seul là, il a maîtrisé toute la région sous contrôle français pour venir faire une rébellion à lui seul en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Non, non, non. On sait aussi le rôle qu'entre-temps, des années avant, Blaise a joué pour le Libéria. Tu vois un peu, non? Donc pour moi, c'est le combat politique qui est entamé, qui est en train de se poursuivre et qui va continuer. Et au finish, c'est la vérité qui va l'emporter. C'est lourd pour nos frères de RDR, là, tout ce qui est en train d'être dit là. Ils aimeraient un jour être soulagés. Avant, je débattais beaucoup avec eux. Quand je leur disais ça, en toute fraternité, quoi, quand le panel est calme, je leur disais, mais vous savez que ça, c'est impardonnable, non? On ne peut pas comme ça tuer des gens et puis la vie va continuer. Vous savez qu'il doit y avoir pardon ou justice au moins, non? Et je t'assure que quand tu es en petit groupe, sur des panels, ils reconnaissent cela. Ils reconnaissent que oui, ça c'était pas bien. Et ils le disent. Ils disent que c'était pas eux, c'est ceux qu'ils ont fait venir qui ont fait ça. Ils disent, j'ai compris. C'était les Libériens. Ensuite, ceux de les Burkinabés à l'ouest là-bas, l'autre là, comme on appelle Amadou Rémi. Mais c'est vous qui les avez fait venir. Donc les gars, vous êtes comptables. Il n'y a pas de cris, ni de haine, ni d'insultes. C'est le silence sur le panel quand on cause. Ils le savent, c'est lourd. Faire ça à son frère, c'est lourd à supporter. Ils aimeraient en être soulagés. Mais comment? Je leur dis, dites la vérité, c'est tout. Avouez et puis demandez pardon. Et puis, il y a des choses qui ont été préconisées par Bani. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça la vérité. Ils n'ont pas encore ce courage-là. Ils pensent pouvoir forcer, mettre 2000 personnes en prison, nous fermer la bouche avec des choses. Ça va pas marcher. Nous, là, on est à l'image de nos grands-parents qui ont combattu les colons, là. C'est ceux-là, les petits-enfants et ceux qui ont été déportés en Afrique centrale, là.
chez les côté Abbé et puis à Thiers, là. C'est eux qui sont là. Les gars, nous on lâche pas. Il n'y a pas de marche arrière. Il y aura pas de marche arrière. On va faire ce qu'on doit faire. La justice sera rendue. La vérité va se triompher, les gars. En toute fraternité, on préfère vous dire ça comme ça. On ne va pas reculer. Tous ces mots-là, ça ne va pas. On ne va pas laisser ça comme ça. Désolé, hein, les frères. Il va falloir vous réunir, revoir votre façon de faire et d'être, et puis faire amende honorable pour que ce pays-là, on puisse vivre ensemble et évoluer en toute fraternité. C'est un message pour vous. Je sais que vous êtes là, vous écoutez. C'est un message pour vous. Écoutez ça, parce qu'on ne va pas reculer. Voilà, c'est ça, c'était ça mon message. Hein. Pour ce qui est de l'histoire, de ce qui s'est passé là, les arguments, vous l'avez, en fait, toi et puis les autres, vous avez amplement donné des détails. Merci mon frère Ili. Soleil, est-ce que tu es là? Quand le live est allumé, tu veux que j'aille où? Où veux-tu que j'aille? Ok. Où veux-tu que j'aille? Je suis là, mon frère. D'accord. En tout cas, je pense que c'était un tour d'horizon sur la question. Je ne voulais vraiment pas m'attarder là-dessus, mais vous savez, il faut rappeler les gens à l'ordre. Voilà. Il faut. Le président Laurent Gbagbo, c'est vraiment le baromètre de la politique ivoirienne. Un simple témoignage a suscité des passions déchaînées, des réactions et surtout montrer la fébrilité de nos adversaires. Et puis, c'est là que tu vois que les gens, il y a beaucoup de choses qu'ils me connaissent. C'est là que tu vois que ça va chauffer. Ça va chauffer parce que ils ont pris le problème de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de légèreté. Parce que les choses se sont faites assez facilement pour eux. Parce que bon, une communauté dite internationale est venue accompagner leur mentor dans sa prise de pouvoir. Et donc, du coup, là, ils se disent que voilà, tout est acquis. Voilà, ils pensent que bon, ce sont des affaires qui ne valent rien. Donc, il faut qu'ils comprennent que ça va chauffer, quoi. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Nous, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés, pas dans ce sens que nous supportons mieux tout ce qui est en train de se passer, mais on n'est pas pressés parce que Laurent Gbagbo a dit, allons doucement parce que nous sommes pressés, justement. Voilà. Vous voyez que la situation s'éternise de plus en plus et en nos seins, il y a des camarades qui nous abandonnent. Il y a des gens qui ne croient plus nécessairement à cette lutte-là. Il y a beaucoup qui se disent que c'est peine perdue que d'essayer de lutter. Parce qu'ils pensent que ceux qui sont en face de nous sont suffisamment forts et qu'on n'en viendra pas à bout. Mais vous voyez très bien que, justement parce que la lutte s'étend de plus en plus en longueur, beaucoup qui sont moins résilients ou alors beaucoup qui étaient venus peut-être se faire voir, je ne sais pas, leur raison. Mais vous voyez que de plus en plus, le bateau ou alors le train se vide. Et tout ça, c'est bon parce que quand nous allons arriver à bon port, parce que nous y arriverons, et que les responsabilités vont se définir, vont se dégager, on va beaucoup s'amuser. Faut se poser la question, qui sont ceux qui ont envoyé les rebelles chez Kadhafi? Voilà, ce sont des questions, en fait, ils s'en tiennent juste au fait que il faut trouver tout le monde comme responsable de la rébellion, sauf Ouattara. Parce que tu sais, Ouattara, si sa culpabilité est avérée de façon officielle devant une juridiction et tout, regarde la liste de tous ceux qui vont tomber. C'est ça, en fait. Parce que, c'est vrai, c'est lui la tête, mais il n'a pas agi seul. Je veux dire, même, il y a de grandes entreprises, il y a des multinationales et tout ça, qui lui ont prêté main forte. Il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des noms qui ont été cités dans cette rébellion-là. Tu vois, par exemple, quand Kone Zakari était en train de faire son témoignage devant les gens à Séguila, il a cité des noms qui sont allés voir et tout ça. Et ceux-là, ce sont des hommes d'affaires. Tu comprends? Et à ceux-là qui se font récompenser à cause de leur aide qu'ils ont apportée à la rébellion. Il y a des entreprises qui sont gracieusement, je dirais, récompensées par l'octroiement des marchés publics, des entreprises étrangères. Vous suivez mon regard, vous verrez de qui je suis en train de parler. Donc, si Ouattara tombe et que sa culpabilité, bien évidemment, est avérée, ben, ce sera le branle-bas, ce sera cataclysmique. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été mêlés dans cette rébellion-là, il y a beaucoup de non-dits encore. Il
y a beaucoup de faits que nous ne maîtrisons pas nécessairement, ou alors il y a des informations que nous n'avons pas. Mais ça va chauffer. Voilà. Donc, c'est tout ça que les gens essaient de... C'est-à-dire, il faut pas que la responsabilité de la rébellion soit de l'apanage de Ouattara. Il faut pas que ça concerne Ouattara. Parce que regardez comment ils se débattent à rejeter cette responsabilité-là sur d'autres personnes. Regardez comment ils luttent pour ne même pas que on lie la rébellion ou alors la paternité de la rébellion à Ouattara. Je ne fais pas mention des acteurs parce que les acteurs on les connaît. Donc, Guillaume et tout ça clique, tout cela on les connaît. Mais je veux parler de celui-là qui se défile. Les autres, ils ont reconnu. Ils ont dit oui, on a pris part. Voilà, donc pour eux là, c'est avéré. Mais je parle de celui qui se débat comme un beau diable pour faire croire que il n'est pas le responsable de la rébellion, alors qu'on voit très bien tous les acteurs de la rébellion autour de lui. Bon les gars, je vais donner un tour de parole because je suis pris par un impératif. Donc je vais donner un dernier tour de parole de 5 minutes chacun. Et puis bon, ça fait combien de temps déjà qu'on est là? Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait 2 heures pratiquement. On a dit beaucoup de choses. Et puis, c'est un sujet même, Aïli, Soleil, c'est un sujet même sur lequel on ne devait même pas s'attarder. Parce que c'est comme si on veut trop prouver que, tu vois un peu, ils sont... Non, on n'a rien à prouver, on n'a rien à démontrer. Non, il faut clouer le bec à certaines personnes qui se pensent, qui se croient érudits sur les panels, ou sur les méta comme étant les dépositaires d'une vérité inclusive, une vérité qui est indiscutable. Il faut poser souvent les choses. Parce que, mine de rien, même avec 200 personnes, 300 personnes, si on n'entend pas les milliers de bas, il y a des personnes qui parlent, qui passent, qui écoutent et qui puissent. Quand tu es en train de parler, puis des gens sont dans les commentaires, puis ils disent ce que tu dis est vrai, mais mon frère, ça contribue à mettre les gens à la lumière. Tu vois, c'est ça l'importance des sujets. Parce que à banaliser des thématiques comme ça, c'est laisser couler des choses comme c'était une vérité qui était répandue par tous, quoi, tu vois. Et puis moi, je ne vais pas être long parce que je sais que tu es un impératif. Moi, ma conclusion dans cette affaire, elle était la suivante. J'ai même produit une vidéo à propos, et puis qui a dépassé près de 400 millions de vues. Ouais, c'est pas 400 000 personnes ont pu regarder cette vidéo-là. J'ai posé une question à tout le monde, à tous ceux qui voulaient croire à cette histoire de la rébellion ivoirienne. Laurent Gbagbo a fait des concessions, il a fait des compromissions. Laurent Gbagbo a trouvé pour cette crise-là, il a fait tout, voies et moyens, il a tout ce qui était processus à l'international, en interne et sous-régional, Gbagbo a fait tout pour que les rebelles rentrent dans le gouvernement ivoirien. Je pense que Soro Guillaume a été ministre de la communication. Il a même été nommé ministre qui a été traité comme ministre bissonnière parce qu'il était à Bouaké, il venait à Madi et puis partait à Bouaké. Laurent Gbagbo est parti jusqu'à le nommer premier ministre après les accords de Nias Makoussi, de Ouaga. Mais Hans, ma conclusion est la suivante. Laurent Gbagbo a mené des médiations avec la rébellion. Est-ce que tu peux me montrer la médiation entre Alassane Dramane Ouattara et la rébellion pour que le pays soit unifié? Comment Bouaké rentre sur tout le territoire du territoire ivoirien? Comment Krogo rentre dans tout le territoire du territoire ivoirien? Les autres villes qu'on appelle les villes CNO. À quel moment il y a eu une réconciliation, il y a eu des procédures des discussions vraiment valables? Voici, quand on parle d'un sujet, les questions que je me pose pour chercher la vérité. Reprends ces questions-là. Que pour qu'on puisse unifier la Côte d'Ivoire, vas-y, je te laisse. J'ai réfléchi un soir en dormant, et puis au temps de la nuit, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, Laurent Gbagbo a parcouru quand même beaucoup de villes. Il a missionné, comment on appelle le monsieur là, Fologo. Il y a eu trop de débats là-dessus. Laurent Gbagbo était partout, il était présent pour chercher une cohésion, pour chercher une réconciliation. Flamme de la paix, tout. Malgré toutes ces concessions, les rebelles n'ont pas déposé d'armes. Les tueurs fusils ont été nommés ministres. Mais ils sont restés dans leur posture. Pendant la crise post-électorale, ils sont descendus sur Abidjan. Maintenant, voici ça, Golf Hotel. Le lendemain, on finit. On dit tous ceux qui sont à Korogo, ils sont partis. Il n'y a plus de zone CNO. Je n'ai pas vu où ils ont collé la Côte d'Ivoire pour dire Alassane Dramane Ouattara a pu trouver un consensus avec tous les chefs rebelles.
Moi, je veux qu'on me montre les accords de réconciliation entre Alassane Dramane Ouattara et les rebelles. C'est quoi il a donné aux rebelles pour qu'il y ait réunification de l'État de Côte d'Ivoire? Voici ma conclusion, Hans. Voilà. C'est ma question que je me pose depuis, qui me taraude l'esprit depuis des années. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui a des accords. Les gens citent les accords de Ouagadougou qu'on sort. Mais quels sont les accords qu'Alassane a dû signer avec les rebelles pour que les fusils se taisent en Côte d'Ivoire? Pour qu'il y ait la réunification. Merci. Oh, merci cela. Attends, j'acclame ça. J'acclame ça. C'est une question très. Merci Soleil. Allez, c'est une question qui est très pertinente. Hein? C'est une question qui vraiment vaut tout son pesant. Soleil, je pense que ça doit faire office d'un panel. Voilà. Ça, je pense qu'on doit en faire un débat. Justement, on a couru derrière les rebelles à l'effet de acter comment on appelle ça, la réunification du pays. C'est ça, hein? Voilà. Du pays. Et puis, subitement, quand Ouattara, lui, prend le pouvoir, il n'y a aucun accord, il n'y a pas de pourparlers, mais de façon naturelle, le pays se réunifie, les rebelles déposent les armes, et puis, comme si, ça, c'est une belle question. À quel moment les gens se sont entendus pour déposer les armes? À quel moment Bouaké a décidé de rentrer dans la République ainsi que tous les autres partis qui étaient sur occupation rebelle? Cela, il faut qu'on en fasse un panel. Ça démontre clairement que les rebelles ou la rébellion étaient aux ordres de façon directe de Alassane Ouattara. Ils agissaient clairement pour son compte. Et quand ils ont eu gain de cause, ils ont rangé les armes parce que l'objectif a été atteint. En tout cas, ça, je te félicite pour cette réflexion. Allez, 5 minutes. Oui, merci Hans. Merci je pense que pour cette affaire de la crise en Côte d'Ivoire, là, si on veut, parfois nous, quand on parle, on suppose que tout le monde a au même niveau d'information. C'est ça qu'on a comme, quand je nous écoute, nous tous, hein, comme peut-être préjugé. Alors qu'il y a, quand on parle de 2000, pour nous c'est hier, là, alors qu'il y a des gens qui ont 26 ans. Hein. Donc eux là, ça c'est de la préhistoire, cette affaire-là. Donc, il serait intéressant, si vous voulez vraiment qu'on en parle, mais vraiment en détail, pan après pan. Parce que si tu parles de Thierry Tan, par exemple, tu prends un jeune de 25 ans, tu dis Thierry Tan, il va dire mais c'est qui ça? Tu vois un peu, non? Oh, toi, tu sais, c'est le gars qui dilait le cacao pendant la crise. Toi, tu es au courant. Thierry Tan, ça dit rien, pratiquement rien aux gens de 25 ans. Tu vois, il faut savoir que ce gars-là était dans le combat et qu'à un moment donné, les choses allaient pencher vers la Chine. Il y a des détails qui méritent d'être donnés. Il faut savoir que tous ces Armadiaro et consorts là, quel est leur rôle? Quand on parle de financiers, si on veut démonter toute la machine derrière tout ça là, il va falloir des panels. C'est ça que je peux dire. Aujourd'hui, on peut en parler comme ça, mais si on veut édifier tout ce monde qui est là, ben, mon cher, il va falloir aller dans les détails, hein, et puis dire, côté financement, qui est là? Qui est là? Qui financé? On va, comme je le disais tout à l'heure, là, dans le contexte de 2002, là, qu'est-ce qui s'est passé en France? Qui est Lionel Jospin? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi? Comment? C'est vrai, Gbagbo, qui est de l'international socialiste, est venu au pouvoir contre Key, et pourquoi quelques mois après, ils ont commencé à l'allumer? Qui a fait ça? Et pourquoi est-ce qu'en septembre 2002, justement, ce qui devait avoir lieu a eu lieu? Quelles sont les routes par lesquelles cet armement-là passait? Qui était au pouvoir dans ces pays-là? Niger, Burkina. C'était qui, au juste? Tout à l'heure, dans le contexte, là, tu as vu, je l'ai dit un peu, en ce moment, la Kadhafi cherchait à entrer dans les bonnes grâces de l'Union européenne, on se rappelle, non? Donc bon, on aura besoin de temps pour en parler. On aura besoin de temps. Il avait de la bonne volonté, mais à un moment donné, il y a eu faille, quelque part. Après, il a voulu se ressaisir. Bon, il n'y a pas eu de pardon aussi, il n'y a pas de pardon dans cette chose-là.
Tu vois un peu, non? Donc moi, c'est le mot de fin. Les gens ont besoin de connaissances et si on peut prendre le temps ici et là pour partager ce qu'on sait avec eux. Merci. Merci beaucoup. Merci Haïlé, merci pour ton passage. Force, je pense que c'est à toi rapidement, en quelques minutes. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. En fait, j'ai bien aimé la question de Soleil parce que on se pose cette question-là parce que l'autre là, il a fait des négociations à Accra, tout ça là, Lomé, tout ça là, jusqu'en Pretoria, mais il n'a pas pu avoir la paix, le pays n'a pas pu être réunifié. Mais quand lui il est venu, il n'y a rien eu. Et puis tout est venu à la normale. Maintenant, la question que je me pose aussi, quand lui il était en France, puisque il n'était pas président, il était en France. La France qui a chassé aujourd'hui son ex-collaborateur, Soro Guillaume, quand lui qui est là actuellement était en France, lorsqu'il disait que je frapperais ce pouvoir, je n'attendrai pas 5 ans, il était en France, pourquoi il ne l'a pas chassé? Et c'est lorsque son ex-collaborateur, Soro Guillaume, que maintenant, c'est lui en chasse parce qu'il dit des choses sur le sol français. La question que je me pose, c'est qu'en réalité, c'est un coup parmi eux, avec eux tous. C'est vrai qu'il parle des autres, mais c'est une mafia qui a été mise en place pour pouvoir juste installer une personne après Houphouët-Boigny. Donc, que ce soit Bédié, que ce soit Bédié, Gueye et puis Gbagbo, tout ça, je pense que c'était un retard pour la France. Donc, on sait qu'effectivement que c'est lui qui est un peu connu pour ça, mais ceux qui sont à la base de la chose là, c'est parce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui, que rien ne se passe. Moi, je conseille de voir la chose aussi. En fait, moi, je conseille de voir. Ils sont d'accord avec ce qui se passe actuellement dans le pays, parce que lui, il est là, il fait les affaires, et que tout va bien. C'est parce que l'autre, là, il n'était pas là, il ne peut pas faire les affaires, qu'ils ont pu mettre le bâton dans son corps pour pouvoir dégager du pouvoir. Moi, c'est ce que je vois la chose. Parce que quand lui il est venu, avant que les députés soient forts, il a dit qu'il allait faire une enquête sur la rébellion et puis juger des personnes. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. En réalité, c'est les gars. Il ne pourra rien faire, il ne pourra rien juger. Sinon, il pouvait libérer d'autres pour aller à la CPI, mais il n'a rien fait. Même son propre gars qui n'est plus là, Soro Guillaume, il n'a pas livré aussi. C'est vrai qu'il a condamné à la perpétuité, mais il n'y a rien. Parce qu'ils savent que s'ils se sont amusés à jouer à ce jeu-là, eux-mêmes vont appeler. Actuellement, ils ont fait bruit sur Babou. Mais s'ils sont amusés à jouer à ce jeu-là, ils vont regretter ça. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu que ça soit la deuxième partie de Babou à la CPI. Parce que si c'est la deuxième partie, Babou cherchait à se défendre, ça n'allait pas être bon, ils ont laissé faire là comme ça. Donc, Ouattara ne va jamais parler de quoi que ce soit. Oublions ça. Ceux qui peuvent parler de quoi que ce soit, c'est nous qui parlons. C'est nous qui allons rappeler l'histoire. Sinon, ceux qui sont là actuellement, ils ne vont rien faire. C'est ce qu'il avait dit. Merci. Merci, Force. Merci. C'est pas long, hein, c'est 30 secondes. 30 secondes pour dire quoi? Parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la gauche française pendant ce temps-là? Il y a bien sûr la gauche souverainiste et puis la gauche qui, à un moment donné, a dit que Gbagbo était infréquentable. Ça, ils ont déboulonné les Jospin là, les proches de Gbagbo, les Henri, Emmanueli et tout ça là. Ils les ont déboulonnés et puis les ont jetés loin. Aujourd'hui là, les frères, regardez un peu Emmanuel Macron. Si on vous dit pas, vous diriez même que c'est quelqu'un de la droite française, hein, alors que c'est quelqu'un qui est sorti de la gauche. Un gars de Rothschild qui sort de la gauche. C'est un extraterrestre quoi. Il est sorti de là où c'est un gars de la droite qui a été introduit là-bas. Ça veut dire que quoi, à un moment donné, les gens ont pu rentrer dans la gauche, la droite française, et puis ils ont pris en cadenas les deux côtés de la politique française. C'est ça qui s'est déroulé. Du coup, les autres là, les Bourgui là, celui proche qui tend même parfois à défendre Gbagbo et tout cela, ça c'est les survivants de l'ancienne gauche. Cette gauche qui est là, ils sont foutus. Il n'y a plus de gauche, hein, c'est fini. Cette affaire-là, en France, là, c'est de la plaisanterie. C'est ceux-là qui ont dit à Gbagbo qu'il est infréquentable. C'est eux. Merci. Merci beaucoup. Ok, je pense que on est à la fin du panel. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu monter. Je ne voulais pas faire un panel trop long. Voilà. En tout cas, merci Haïlé, merci pour tes interventions très intéressantes. Merci pour
En tout cas, d'être toujours là. Merci à force.